Bonjour, bienvenue à tous en ces locaux de l'ENA qui nous accueille traditionnellement pour les rendez-vous de l'autorité. Je suis très heureuse de voir que le sujet du gun jumping a attiré beaucoup d'intérêt. Donc nous allons ce matin commenter une décision récente, mais aussi essayer de réfléchir au-delà de cette décision aux problématiques plus générales de mise en œuvre des concentrations par les entreprises et à la pratique de l'autorité en la matière. Comme vous l'avez noté, nous avons aussi essayé d'avoir un regard un peu plus international sur ces questions grâce à la présence d'un représentant de l'OCDE que je remercie de participer à nos débats. En termes d'introduction, ce que je vais faire brièvement, c'est d'abord revenir sur quelques aspects importants du contrôle des concentrations. Car je pense que beaucoup des questions et des sujets que nous allons aborder ce matin, donc qui portent sur la problématique de la mise en œuvre anticipée des concentrations par les entreprises, doivent être appréciés à l'aune de l'objet du contrôle des concentrations, le modèle qui a été retenu en France et l'objectif qu'il poursuit. Alors, qu'est-ce que le contrôle des concentrations ? Je suis ici devant des spécialistes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail d'une procédure que vous connaissez bien, mais je voudrais quand même rappeler en quelques mots quelle est l'origine de ce contrôle et quelle est sa particularité dans le système actuel. Je crois qu'il est maintenant reconnu que le contrôle des concentrations est l'un des outils essentiels de la politique de concurrence. À la différence de l'autre volet du droit de la concurrence qui est pratiqué à l'autorité, qui concerne les pratiques anticoncurrentielles, ce contrôle intervient à un moment très particulier puisqu'il est lié à la décision de deux entreprises de se rapprocher. Alors on dit souvent que le contrôle des concentrations en France notamment est assez mesuré puisque l'autorité n'a que très rarement, voire jamais, eu l'occasion de refuser une opération de concentration. Ici on se fonde sur les chiffres. Depuis 2009, on peut constater qu'il n'y a pas eu de décision de refus de l'autorité de donner son accord à une opération de concentration et que 96% des concentrations ont été autorisées sans conditions posées. Alors je crois que ces chiffres pourraient donner une impression un peu trompeuse. Je ne crois pas qu'il faut déduire de ces chiffres que le contrôle des concentrations est une simple formalité qui est maintenant un exercice très, très facilement mis en œuvre par les entreprises et que ce serait d'une certaine façon une clause de style que d'obtenir l'accord de l'autorité de concurrence sur ces opérations. En effet, au-delà de ces chiffres, il faut relever que les opérations donnent lieu à un contrôle approfondi de notre part, souvent délicat. Les entreprises doivent répondre quand elles viennent devant l'autorité aux préoccupations de concurrence et elles sont bien conscientes que des opérations de concentration peuvent être refusées. Donc au-delà de ces chiffres, je crois qu'il faut souligner qu'un certain nombre d'opérations ne se font pas et donc ne nous sont pas soumises pour notification car les entreprises et leurs conseils ont bien conscience que l'opération ne pourrait pas être autorisée. Et donc, la réalité du contrôle des concentrations, c'est qu'il y a un contrôle très effectif de l'effet des opérations sur le marché. Et l'actualité récente a montré qu'un certain nombre d'opérations ont été abandonnées alors même qu'elles avaient été soumises à l'autorité. Et de même, devant la Commission européenne, vous avez pu constater récemment qu'un certain nombre d'opérations importantes ont connu des difficultés très considérables en termes d'obtention d'une autorisation. Donc, le contrôle des concentrations, même s'il donne lieu à peu de refus formels, est intégré et donne lieu à une structuration du marché qui est extrêmement importante. Alors, le contrôle des concentrations tel qu'il est pratiqué en France, on est aujourd'hui bien loin du système défini à l'origine en 1977 avec cette procédure facultative qui intervenait ex post. Nous sommes maintenant dans un système qui est aujourd'hui le modèle dominant dans le monde et en Europe, qui est celui du contrôle préalable obligatoire et qui nécessite ce moment important de la notification préalable par l'entreprise. Et depuis 2008, bien sûr, ce contrôle se réalise devant l'autorité et pleinement devant l'autorité, puisque l'intervention du ministre, qui est prévue par la loi, n'est à ce jour jamais intervenue. Alors,
Si on rentre maintenant un petit peu dans le détail de la procédure du contrôle des concentrations, l'un de ces aspects importants, c'est le fait que la réalisation de l'opération doit être suspendue entre la notification et l'obtention de la décision définitive. Et c'est ce qui a donné prise au débat et à la décision que nous allons commenter dans un instant. Alors, réflexion peut-être en termes comparatistes sur le système français de notification préalable obligatoire par rapport au système qu'on trouve notamment au Royaume-Uni et dans d'autres pays de contrôle facultatif et ex post. Dans nos rencontres au sein de l'ICN, nous avons souvent cette question qui est: est-ce qu'un système est meilleur que l'autre ? Le système facultatif est parfois mis en avant comme étant plus souple et comme offrant à l'entreprise une certaine légèreté procédurale. Alors, les pays qui pratiquent ce système en sont relativement satisfaits. Il faut souligner toutefois que pour les entreprises, cela peut, en termes de sécurité juridique et de connaissance de l'issue procédurale, être un petit peu compliqué, et notamment dans les systèmes où la décision de refus va intervenir bien après la mise en œuvre du contrôle des concentrations. Donc, en tant qu'autorité française, nous sommes attentifs aux avantages et inconvénients des autres systèmes pratiqués de par le monde, mais en tout cas, le système français aujourd'hui se situe dans une pratique assez dominante, ce qui nous permet aussi de faciliter les comparaisons sur nos pratiques, notamment sur cette question de la période suspensive. Alors, pendant la période lors de laquelle une opération de concentration est examinée par l'autorité de concurrence, quelles sont les contraintes pour les entreprises ? Alors, la première contrainte, c'est de soumettre à l'autorité un dossier complet, et de ce point de vue-là, les échanges avec les entreprises et leurs conseils sont généralement très satisfaisants, puisque les entreprises ont bien intégré les contraintes de soumettre un dossier bien fourni à l'autorité. Comme vous le savez, la jurisprudence a vraiment donné toute sa force aux obligations qui sont attachées à une décision autorisant une concentration, notamment lorsqu'elle est assortie d'engagement. Comme vous le savez, l'autorité a eu l'occasion de sanctionner des non-respects d'engagement. Je me contenterai de citer, pour les décisions les plus anciennes, la décision relative à l'acquisition de TPS et canal satellite. Donc, la décision, une fois rendue, est revêtue d'une force assez importante. Alors, les sanctions, puisqu'on en vient à cet aspect du dispositif, alors, il y a deux types de sanctions. Il y a la sanction qui peut intervenir lorsque une entreprise n'a pas notifié du tout une opération de concentration. Donc, c'est le cas qui est visé par le grand 1 du L430-8 du Code de commerce, avec une sanction qui peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires acheté réalisé en France par l'entreprise. Et puis, l'autre sanction, qui a été donc appliquée pour la première fois dans l'affaire que nous allons commenter, qui est celle dans laquelle il y a eu mise en œuvre anticipée avant la réalisation de l'opération de concentration. Alors, ce qu'on peut souligner sur le plan juridique, c'est que ces deux types de manquements sont des manquements objectifs. Nous n'avons pas à nous intéresser à la question de savoir si l'entreprise avait conscience ou a voulu méconnaître les règles du contrôle des concentrations, même si on peut considérer que ça peut être une circonstance aggravante s'il ressort des pièces du dossier que, en outre, l'entreprise avait parfaitement conscience des règles applicables et les a délibérément méconnues. Donc, ce sont des manquements objectifs. Alors, pourquoi est-ce que la réalisation anticipée d'une concentration est un manquement important et grave, et pourquoi est-ce qu'il doit être particulièrement sanctionné ? Alors, je crois que ce qui est le point qui me semble le plus important dans la sanction qui doit intervenir pour une réalisation anticipée d'une concentration, c'est que cette prohibition de la mise en œuvre anticipée est finalement le reflet inversé de la justification même de la règle qui soumet les concentrations à autorisation. De même qu'en droit de l'urbanisme, le fait qu'une personne ne peut pas réaliser une maison sans avoir obtenu un permis de construire est très sévèrement sanctionné par des dispositions pénales, et le fait que la construction ne lui ouvrira par la suite aucun droit, et bien dans le système français, la soumission d'une opération de concentration à autorisation a été marquée par le législateur comme étant d'une telle importance qu'il a choisi d'y attacher des sanctions extrêmement fortes. Et finalement, je crois que ce mécanisme est inhérent à toute la force du contrôle des concentrations,
puisque le principe même d'un régime d'autorisation, c'est que tant que l'autorisation n'a pas été accordée, il ne peut être présumé qu'elle le sera dans son principe. Et des exemples récents ont montré que des opérations avaient été abandonnées puisque l'entreprise avait conscience qu'elle allait sans doute vers un refus, dans son principe, mais aussi dans ses modalités, car comme vous le savez, pour les opérations les plus importantes qui donnent lieu à une phase 2 dans le système français, il est bien rare que l'autorité ne demande pas des modalités particulières pour la réalisation de la concentration, et dans l'opération qui était en cause ici, les remèdes étaient particulièrement importants et nécessaires pour que l'opération puisse se faire. Donc si une entreprise commence à mettre en œuvre l'opération avant que la décision de l'autorité soit intervenue, elle se place délibérément au-delà de toute incertitude sur l'issue du processus et sur les modalités qui pourraient être fixées par l'autorité de concurrence. Donc je crois que c'est vraiment là la justification d'une sanction particulièrement forte pour la mise en œuvre anticipée d'une concentration avant que la décision soit intervenue. Alors il y a d'autres raisons qui me paraissent de second rang, mais qui sont également importantes. C'est que la mise en œuvre anticipée peut conduire à des perturbations du marché, peut conduire une entreprise à préempter des actifs ou à acquérir une situation acquise de façon indue. Il peut aussi y avoir des inconvénients qui sont propres à la réalisation par l'autorité de son analyse concurrentielle, puisque en mettant en œuvre l'opération de façon anticipée, les entreprises modifient la situation. Or, l'un des points importants que le service des concentrations a à apprécier, c'est la situation du marché pour voir en quoi elle est modifiée par l'opération de concentration. Donc si déjà cette situation est modifiée du fait même de l'entreprise notifiante, l'examen que nous devons livrer se trouve faussé. Et puis par ailleurs, il peut y avoir, à travers une mise en œuvre anticipée, d'autres manquements qui pourraient relever, le cas échéant, d'une sanction pour pratique anticoncurrentielle. Donc ça, ce n'est pas le cas de figure que nous avons eu dans l'affaire que nous commenterons aujourd'hui, mais des échanges d'informations peuvent aussi prêter le flanc à une sanction sur un autre fondement qui serait pour le coup celui des pratiques anticoncurrentielles. Alors, est-ce que la décision qui a été rendue dans l'affaire SFR rendue à la fin de l'année dernière était réellement un coup de tonnerre dans un ciel bleu, et est-ce que ça a été quelque chose qui a bouleversé le panorama juridique ? Alors, je ne le crois pas. C'est vrai qu'il n'y avait pas eu de sanctions aussi lourdes si on se réfère au montant en valeur absolue de la sanction. Il y avait déjà eu une sanction importante de 20 millions d'euros prononcée par la Commission européenne pour une absence de notification, et des sanctions qui étaient quand même relativement significatives aux États-Unis, même si les montants en valeur absolue étaient moindres, car les opérations concernées étaient également d'ampleur bien inférieure. Par ailleurs, si on se réfère à la jurisprudence, donc elle était très claire pour les décisions, enfin les réalisations d'opérations sans notification du tout. Et finalement, il n'y avait pas eu le cas qui nous intéresse d'une mise en œuvre anticipée alors que l'opération avait été notifiée, même si plusieurs affaires avaient été ouvertes par la Commission européenne, mais qu'elle n'avait pas conclu ses enquêtes sur ces différentes affaires. Donc, est-ce que les règles n'étaient pas claires ? Je note comme élément d'appréciation du panorama juridique que si on se référait aux articles de doctrine écrits par des avocats spécialisés, les règles paraissaient tout à fait claires et cohérentes, et que nous nous sommes d'ailleurs inspirés pour notre réflexion de cette analyse de l'état du droit pour guider la détermination et l'appréciation du manquement en l'espèce. Alors, si la décision que nous avons rendue apporte quelque chose, je crois que c'est en termes d'explicitation des catégories de manquements qui peuvent donner lieu à sanction pour réalisation anticipée, puisque la décision, et c'est ce qui a conduit à choisir d'avoir une décision relativement détaillée, la décision reprend toute une série d'éléments, donc de catégories de manquements constituant la réalisation anticipée. Nous allons revenir dans le détail à l'instant pour vous détailler ces manquements. Alors, pour donner quelques exemples, des échanges d'informations stratégiques, l'immixtion dans des décisions de nomination de responsables,
une mise en œuvre unifiée de la stratégie commerciale de la cible par l'entreprise notifiante. Donc tous ces éléments sont des exemples assez parlants de ce que peut être une mise en œuvre anticipée. Mais je tiens à souligner qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tout ce nombre de manquements pour qu'on puisse entrer en voie de sanction. En tout cas, nous avons un cas d'école puisqu'il y avait plusieurs différentes catégories de manquements. Alors, que faut-il en déduire pour l'avenir ? Je crois qu'il est compréhensible que les entreprises qui se lancent dans un processus lourd de rapprochement ou de fusion ou de concentration, donc elles sont parfois pressées de préparer le rapprochement, de préparer sa mise en œuvre, et peuvent avoir l'impression qu'elles doivent aller très vite vis-à-vis du marché, et que le jour où l'opération sera autorisée, elles doivent être en ordre de bataille avec des organigrammes prêts, un plan d'affaires et une stratégie commerciale qui commence au jour numéro 1. Je crois que ceci n'est pas envisageable, il faut le dire clairement, et je peux le dire d'autant plus tranquillement que nous réalisons, nous délivrons nos autorisations en un délai extrêmement court la plupart du temps, et même dans les affaires les plus complexes, nous réussissons en général à statuer dans des délais très courts. Donc il faut bien garder à l'esprit que ce délai d'examen de l'opération de concentration ne peut pas être un délai de mise en œuvre ou un délai d'anticipation sur la mise en œuvre de la fusion ou du rapprochement. La prudence doit être de mise sur tous les comportements assimilables à une mise en œuvre anticipée, d'autant que l'actualité récente montre que des opérations extrêmement importantes de rapprochement bien souvent échouent et les plus importantes sont souvent les plus compliquées. Donc la prudence est de mise et je crois que les débats de cette matinée ont pour but d'essayer d'éclairer peut-être des problèmes qui n'étaient pas posés par notre décision, puisqu'il y a toute une palette de problématiques qui sont envisageables. Et donc nous espérons commencer un débat aussi avec le secteur économique et avec les avocats et toutes les parties intéressées pour tracer des perspectives et peut-être le cas échéant, si nous estimons que cela est possible, peut-être pourrons-nous traduire ces idées dans des lignes directrices, mais le débat de ce matin sera un premier point important pour voir si ces lignes directrices sont ou non utiles ou justifiées. Donc je passe la parole maintenant à Umberto Bercani, rapporteur général adjoint au sein de l'autorité, et à Gaël Huer, rapporteur au sein de l'autorité, qui vont vous présenter la décision. Bonjour à tous. Donc, mon intervention a pour objectif de rappeler les principaux faits qui ont conduit l'autorité à sanctionner, à prononcer une sanction à l'encontre du groupe Altis pour la réalisation anticipée de 2 opérations qui ont été notifiées en 2014. Donc, pour rappel rapidement, la première opération numéricable SFR a été notifiée début juin 2014. À la suite d'une lettre d'offre qui avait été acceptée par Vivendi début avril 2014, l'opération avait été autorisée sous réserve d'engagement le 30 octobre 2014, donc au bout de 5 mois d'instruction d'un examen approfondi. La deuxième opération numéricable Virgin Mobile a été notifiée le 25 septembre 2014 à la suite d'une offre d'acquisition qui datait de mi-mai 2014. Et l'opération a été autorisée sans engagement à l'issue d'une phase 1 le 27 novembre 2014. Donc, par la suite, le 2 avril 2015, des opérations de visite et saisie ont eu lieu dans les locaux des sociétés SFR Numéricable et OTL, Virgin Mobile. Elles ont été motivées par un certain nombre d'indices sérieux qui nous ont été remontés relatifs au comportement des 3 entreprises, et notamment la commercialisation par SFR des offres Box TV Fibre, donc des offres très haut débit sur le réseau numéricable, qui sont sorties quelques jours seulement après la date d'autorisation de l'opération SFR Numéricable. Donc ces OVS ont permis de recueillir de nombreux éléments sur le comportement des parties tout au long de la période allant de la signature des actes engageants à la date d'autorisation. Donc ces différents comportements peuvent être classés en plusieurs catégories. Alors, en premier lieu, ceux qui relèvent de l'exercice d'un contrôle de l'acquéreur sur des décisions stratégiques des cibles.
et ceux qui relèvent de l'échange d'informations stratégiques entre les parties. Ces deux types de comportements ont été retrouvés dans les deux opérations. Par ailleurs, dans le cas numéricable SFR, l'acquéreur et la cible ont également renforcé leurs relations économiques pendant la période suspensive. Et en ce qui concerne l'opération numéricable Virgin Mobile, l'autorité a constaté une prise de fonction anticipée de l'encadrement. Donc ces différents thèmes seront successivement abordés. Donc nous allons commencer par le contrôle des décisions stratégiques. Donc, en ce qui concerne les faits relatifs au contrôle exercé par l'acquéreur, ils ont en premier lieu été liés aux dispositions relatives à la gestion de la cible, des cibles pendant la période intercalaire. Donc, l'autorité a pu constater que des règles de gestion différentes avaient été définies dans les deux opérations, dans le cas des protocoles d'accord. Donc, d'un côté, dans le cas SFR, le protocole d'accord prévoyait des règles assez classiques de gestion dans le cours normal des affaires et d'autres qui visaient à garantir le périmètre d'activité de SFR. Il y avait également une liste limitée d'interdictions faites à SFR, notamment celles relatives à des investissements qui dépassaient un seuil relativement important et qui n'étaient pas prévus au budget. Par ailleurs, et c'est assez important, les parties s'étaient par ailleurs mises d'accord sur le fait que tout écart par rapport à ces règles de gestion pendant la période intercalaire pouvait faire l'objet d'une procédure d'indemnisation et qu'il s'agissait du seul mode de règlement d'un éventuel différend entre les parties. Donc c'était voilà, les règlements des différends étaient assez clairs. À l'inverse, de manière différente, dans le cas Virgin Mobile, le protocole d'accord prévoyait des règles beaucoup plus de gestion pendant la période intercalaire, beaucoup plus contraignantes, avec notamment une interdiction faite à Virgin Mobile de réaliser des investissements en dehors d'une liste prédéfinie ou qui excédait un seuil qui était assez bas par rapport à l'activité de cet opérateur. Donc, et tout écart par rapport à cette ligne de conduite devait faire l'objet d'un accord préalable de l'acquéreur. Donc, dans le deuxième protocole d'accord, on voit que cela permettait a priori à l'acquéreur d'être plus interventionniste dans la gestion de la cible que le premier type de protocole d'accord. Néanmoins, ce que relève la décision, c'est que dans les deux cas, et indépendamment des termes précis des protocoles d'accord, ce que l'autorité a constaté dans les faits, c'est que l'acquéreur, donc dans les deux opérations, a validé pendant la période suspensive un certain nombre de décisions qui se sont révélées être particulièrement importantes pour SFR et pour Virgin Mobile, et qui ont conduit en réalité Altice à exercer un contrôle effectif sur les deux entreprises dès la période suspensive. Donc, ces interventions ont été considérées comme particulièrement problématiques parce qu'elles portent, d'une part, sur des activités opérationnelles majeures des deux opérateurs, qu'elles étaient susceptibles d'affecter directement leur comportement sur les marchés. Donc pour SFR, c'est notamment le cas de la validation par Altice de la participation à un appel d'offres pour une délégation de service public qui concernait la construction d'un réseau très haut débit. C'était aussi le cas de la validation d'un accord de partage de réseau mobile, dont on comprend bien l'importance pour l'activité des opérateurs de télécommunications. Dans le cas de Virgin Mobile, ça a été également le cas de la validation des accords d'hébergement de sa clientèle, donc ce qu'on appelle les contrats MVNO, qui conditionnent la possibilité même de Virgin Mobile d'être actif sur les marchés. D'autres types d'interventions étaient également problématiques parce qu'elles portaient sur des décisions de gestion courante. Et marquaient l'intervention d'Altis dans la gestion quotidienne des entreprises. Donc c'était le cas des investissements informatiques de SFR que SFR souhaitait réaliser et qui ont été bloqués par Altis, alors même que SFR avait documenté le fait que c'était des investissements qui étaient des investissements de bonne gestion. C'était aussi le cas dans l'affaire Virgin Mobile pour l'utilisation de facilités de caisse pour des questions relativement quotidiennes. Alors, ces interventions ont été d'autant plus problématiques que pour certaines d'entre elles, l'accord de l'acquéreur a résulté vraiment précisément de la prise en compte de l'intérêt des projets en question pour les entités fusionnées, donc pour le futur. C'était le cas de l'affaire de la DSP très haut débit parce que l'acquéreur a validé la participation de SFR
notamment en considérant que ce projet avait un intérêt du fait de la complémentarité du réseau qui allait être construit, qui aurait pu être construit dans le cadre de la DSP avec le réseau câblé de Numéricable. Ça a été également le cas pour Virgin Mobile dans le cadre de la validation des contrats MVNO, puisque l'acquéreur a regardé l'intérêt de ces contrats et leur équilibre sur le périmètre de l'entité Numéricable SFR Virgin Mobile. Alors, donc l'ensemble de ces circonstances ont conduit l'autorité à considérer que l'intervention d'Altis allait au-delà de ce qui était strictement nécessaire à la protection de son intérêt financier légitime pendant la période suspensive et lui avait permis d'exercer un contrôle effectif sur les sociétés cibles. Alors, dans le cas SFR, l'autorité a également constaté d'autres types d'interventions de l'acquéreur dans la gestion courante de la cible. Alors, vous avez pu le lire dans la décision, c'est notamment le cas de promotions sur des abonnements fibres qui étaient proposés par SFR pendant cette période et qui ont été interrompus prématurément suite à l'intervention de l'acquéreur. Donc on voit bien que c'est un cas où SFR a été conduit à modifier sa politique tarifaire sur le marché pendant la période suspensive sous l'impulsion de l'acquéreur. L'autorité a également pu constater une forme de coordination entre l'acquéreur et la cible au sujet de la prise de contrôle de Virgin Mobile. Donc c'est un cas où SFR envisageait de prendre le contrôle de Virgin Mobile et avait étudié l'intérêt financier que cela représentait pour lui et avait déposé une offre et s'est finalement retiré du processus au profit d'Altis après une concertation et un accord sur la modalité de partage du coût de l'opération. Voilà. Donc c'est finalement Altis qui a notifié l'opération et qui a pris le contrôle de Virgin Mobile alors que alors que la logique aurait voulu que ce soit SFR qui le fasse. Alors, donc ça, en ce qui concerne la deuxième catégorie de comportements identifiés dans les deux opérations, il s'agit des échanges d'informations. Alors, en l'espèce, les échanges qui ont été reprochés aux parties sont intervenus en dehors du cadre des due diligence qui ont lieu généralement au début des processus et qui sont généralement organisés pour mettre au point les accords de cession, définir les prix, les modalités d'organisation de la période intercalaire et de closing de l'opération. Ces échanges sont intervenus après cette phase-là. Dans les deux cas, c'est le caractère massif et détaillé des échanges et le fait qu'ils sont intervenus entre les plus hauts dirigeants des entreprises en cause qui a été considéré comme problématique. Alors, on pourra remarquer que les échanges d'informations avaient des finalités différentes dans les deux opérations, mais voilà, c'est un élément de contexte, mais ça n'a pas réellement modifié l'analyse que l'autorité a pu mener sur ces échanges. Alors, concernant SFR, l'objet des échanges était effectivement de préparer l'intégration du groupe, de faire en sorte que à la date de closing, le groupe soit en ordre de marche. Mais pour cela, dans le cas de réunion qui était appelée pré-intégration, le management de l'acquéreur a eu accès à une quantité extrêmement importante d'informations sur la cible, qui portaient à la fois sur le passé extrêmement récent de SFR, également sur le futur. L'acquéreur a eu accès à des données individualisées sur la liste des clients, leurs noms, les chiffres d'affaires associés, un nombre d'informations extrêmement détaillées, vraiment considérable. Ces réunions ont réellement permis à l'acquéreur de prendre une connaissance systématique, extrêmement détaillée et de l'ensemble des activités de la cible. En ce qui concerne Virgin Mobile, ces échanges se sont concentrés à partir de septembre 2014 et l'objet des échanges était un petit peu différent et visait plutôt la surveillance au jour le jour de l'activité de Virgin Mobile. L'acquéreur ayant eu accès dès cette période aux mêmes informations que les dirigeants de Virgin Mobile, des informations qu'ils utilisaient pour piloter l'activité. Donc ça a pris la forme de reporting hebdomadaire d'un ensemble d'indicateurs relatifs aux performances commerciales de la semaine écoulée, aux opérations commerciales à venir, aux difficultés opérationnelles rencontrées, etc. Donc le même niveau d'information que le management de Virgin Mobile à cette époque-là.
Il a donc été considéré que ces échanges d'informations, compte tenu de leur nature, de leur ampleur, participaient en tant que tels à la réalisation anticipée des 2 opérations. Alors, par ailleurs, l'autorité a pu remarquer des comportements qui ont été spécifiques à chacune des opérations. Donc, en ce qui concerne SFR, il s'agit du renforcement des relations économiques entre l'acquéreur et la cible pendant la période suspensive. En effet, les éléments au dossier ont montré que la période suspensive avait été mise à profit par SFR et Altis pour non seulement explorer de manière poussée de nouvelles opportunités de collaboration, alors notamment en prenant en compte les complémentarités de réseau entre les 2 opérateurs, mais aussi pour préparer opérationnellement la commercialisation par SFR de nouvelles offres. Alors, c'était les offres d'accès très haut débit qui utilisaient le réseau numéricable. C'est ce qui s'est appelé par la suite les offres box TV fibre. Ces offres ont été lancées postérieurement à la date d'autorisation de l'opération, donc le 18 novembre. Mais l'autorité a pu établir que ce projet était réellement nouveau, qu'il était né en même temps que le projet d'opération, de rapprochement, que les objectifs de ce projet coïncidaient avec une partie des objectifs économiques de l'opération, qu'il marquait un changement très important dans la stratégie très haut débit de SFR, et qu'il s'agissait aussi d'un projet calibré pour aller très vite et pour sortir le plus rapidement possible des offres très haut débit sur le réseau numéricable, et qu'il était fait de telle sorte qu'il ne permettait pas à SFR de proposer des offres réellement différenciées des offres de numéricable. SFR reprenait les bouquets TV de numéricable, la box de numéricable, etc. Donc elle n'avait pas la possibilité de différencier réellement son offre. Et au-delà de tout ça, ce projet a été mis en œuvre opérationnellement pendant la période suspensive, c'est-à-dire qu'il a été préparé concrètement dans toutes ses phases opérationnelles pendant la période suspensive. Donc il n'a pas simplement été pensé pendant la période d'examen de l'opération. Donc l'ensemble de ces faits ont conduit l'autorité à considérer que les conditions du renforcement des relations économiques entre SFR et numéricable pendant la période suspensive avaient conduit les opérateurs finalement à cesser de se comporter comme des concurrents, comme des entreprises indépendantes. Dans le cas Virgin Mobile, l'autorité a constaté une prise de fonction anticipée du directeur de Virgin Mobile, concrètement, au sein du groupe SFR Numéricable, dès la mi-octobre. Alors sa nomination à l'issue du closing de l'opération avait été annoncée, mais ce qu'a constaté l'autorité, c'est qu'il était effectivement rentré en fonction, qu'il a été associé aux affaires courantes de SFR dès avant l'autorisation de l'opération, qu'il avait été destinataire d'informations commercialement sensibles concernant l'activité d'SFR, notamment sur les performances commerciales liées aux offres marque blanche qui venaient d'être lancées. Donc voilà, pour l'ensemble de ces raisons, et dans ce cadre, l'autorité a considéré que les 2 opérations notifiées avaient été réalisées avant leur autorisation du fait du cumul de l'ensemble de ces éléments, et que tout cela avait abouti donc à la prise de contrôle effectif d'une partie substantielle des actifs de SFR et de Virgin Mobile. Voilà, merci. Merci. Pour ma part, je reviendrai sur quelques éléments pour essayer de donner des informations sur la portée qu'il faut donner à cette décision avant que le panel revienne en détail sur plusieurs points éventuellement laissés ouverts par la décision et sur les réponses qu'on peut y apporter. Alors pour apprécier la portée de la décision, il faut d'abord bien la remettre dans son contexte. Alors il y a 2 types d'éléments de contexte à rappeler. Il y a un contexte chiffré tout d'abord. Alors j'ai regardé hier et depuis que l'autorité de la concurrence a le pouvoir de rendre des décisions d'autorisation sur des opérations de concentration, il y a environ 1550 décisions d'autorisation, si j'ai bien regardé, qui ont été rendues. Sur ces 1550 décisions d'autorisation, il y en a 2 qui ont fait l'objet d'un gun jumping dans la même décision, c'est-à-dire 0,0013%.
Alors, comment il faut interpréter ce chiffre? Est-ce que ça veut dire qu'en réalité, l'autorité ne s'intéressait pas à la question, et puis peut-être qu'il était rationnel et puis courant de réaliser de manière anticipée les réalisations? Je ne le pense pas, évidemment. Et d'ailleurs, il y avait quand même des défauts de notification qui montraient qu'on veillait à ce qu'il n'y ait pas des opérations qui se fassent trop tôt et sans notre regard. Alors qu'est-ce que ça montre? Pour moi, ça montre que jusqu'à aujourd'hui, et il n'y a pas de raison que ça ait changé depuis 2016, l'ambition de l'autorité n'était pas de venir remettre en cause le détail de la gestion courante des deals. Et que si on est intervenu dans l'affaire SFR Numéricable et puis Numéricable OTL, c'est parce qu'on avait des raisons particulières et plus importantes que la seule gestion courante des deals d'intervenir. Par corollaire, ça montre aussi que jusqu'ici et dans la quasi-totalité des cas, il y avait évidemment des questions qui avaient pu se poser aux parties, mais que les parties avaient trouvé des solutions pour faire fonctionner leur deal sans dépasser les limites. Et là-dessus aussi, je ne vois pas de raison pour que la situation ait changé depuis 2016. Alors maintenant, le contexte de l'affaire, c'est un peu l'exception qui confirme la stat dont je viens de vous parler. Et alors, pourquoi cette affaire ? Selon moi, on n'a pas, dans cette affaire, ni cherché à trouver absolument notre premier gun jumping, ni cherché absolument à prendre prétexte de gun jumping pour fixer des lignes directrices. Il se trouve que les premiers indices nous ont semblé sérieux, et puis qu'en regardant de plus près, on a effectivement constaté que sur ce cas précis, on avait vraisemblablement dépassé la limite. Alors, la difficulté quand on se demande qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement de cette décision, c'est la suivante, c'est que tout, selon moi, dans les autres cas, dans les autres États membres de l'Union, ou plutôt à l'extérieur de l'Union européenne, dans lesquels des décisions de gun jumping avaient été rendues, les pratiques étaient potentiellement un peu plus ponctuelles que dans notre cas à nous. Dans notre cas, elles étaient assez nombreuses, mais surtout certaines d'entre elles étaient, selon moi, particulièrement caractérisées. Et du coup, c'est difficile quand on a ce genre de cas dans lequel, selon nous, la limite était largement dépassée, d'aller ensuite discuter la frontière et où se situe la limite. Donc, même si on l'avait voulu, je ne pense pas que c'était le bon cas pour tracer des lignes directrices. Ce serait comme essayer, dans une affaire d'entente horizontale, d'aller se demander où se situe l'exemple, imaginez un hub and spoke, et puis on viendrait regarder un tout petit exemple de restriction verticale dans l'ensemble du schéma de la pratique complexe et continue. Ça ne me semble pas le genre de décision dans lequel on peut faire ça. Et donc, c'est ce qui explique très clairement, et je le répéterai sans doute dans mon intervention, que cette décision doit évidemment être considérée comme un cas d'espèce et pas comme des lignes directrices. Néanmoins, il y a bien des enseignements à tirer de cette décision, et donc j'en reviendrai d'abord sur un certain nombre de points de méthode, avant de revenir sur quelques points de fond sur lesquels des questions ont pu être posées pour savoir quelles sont les réponses que l'on peut tirer de cette décision concernant notamment deux points précis qui ont été relativement discutés. Alors, les apports sur la méthode, il y a au début de la partie discussion de la décision un certain nombre de points sur lesquels on peut véritablement considérer qu'il s'agit de considérants de principe et que l'autorité a tracé un cadre à quel type d'analyse elle compte mener. Tout d'abord, au niveau des objectifs, ça a été rappelé par la présidente de Silva dans son introduction, il y a bien un certain nombre d'objectifs qui sont importants, qui ont été listés par l'autorité et qui permettent de remettre son examen dans son contexte et donc qui permettent déjà d'avoir une première idée sur quel type de test on fera. Donc je ne les reciterai que très rapidement, ce sont les paragraphes 183 187 de la décision et il s'agit de garantir l'exercice effectif du contrôle de l'autorité, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de changement structurel ou d'échange d'informations alors que les parties sont encore susceptibles de renoncer à l'opération et effectivement on a des cas relativement récents dans lesquels les parties ont bien renoncé à une opération, de garantir que l'opération ne produise pas ses effets avant qu'on ait pu discuter et éventuellement imposer des remèdes, et puis plus trivialement d'inciter les parties à coopérer le plus rapidement possible pour qu'on avance vite dans l'intérêt de tout le monde. Alors, le deuxième point sur lequel une réponse claire est apportée par la décision, c'est la durée, et donc la question de savoir quel est le spectre de temps dans lequel on va regarder l'opération. Et de ce point de vue-là, la décision est claire et large. La prohibition existe pendant la période suspensive,
Mais même avant la notification, il y a bien des points auxquels il faut être attentif, même avant la notification. Alors, cela étant dit, puisque c'est un point qui a été discuté, je relève tout de suite que dans le cas présent, et notamment s'agissant des questions d'échange d'informations, toutes les questions qui se sont posées, toutes les questions de fait qui se sont posées, étaient des questions qui se sont posées pendant la période suspensive et pas pendant la période de préparation et notamment la période de due diligence. Alors, passé la question de la durée, il y a un point très important à avoir en tête qui est la question du test. Quel test est mené et comment on apprécie s'il y a ou non réalisation anticipée. Ce sont les paragraphes 193 et 194 de la décision que je rappelle parce que ceux-là aussi, ce sont selon moi des paragraphes qui posent très clairement un principe. Quel est le test En réalité, c'est la même grille d'analyse que celle permettant d'apprécier le caractère concentratif d'une opération. Alors, il y a le cas classique qui, j'imagine, en tout cas j'espère, sera relativement rare, qui est le cas dans lequel il y aurait un transfert de propriété des actifs avant que l'autorisation ait été rendue. Et puis, il y a le cas qui est le cas le plus fréquent vraisemblablement, qui est celui dans lequel on va analyser l'acquisition d'une influence déterminante de l'acquéreur sur la cible pendant la période suspensive. Donc là, l'analyse, on la connaît. L'analyse, c'est une analyse de fait, très casuistique, qui ressemble à celle que l'on mène quand on analyse l'influence déterminante d'une participation minoritaire. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on regarde ça? On regarde quels sont les droits qui sont donnés à la partie et on regarde quelle va être l'utilisation de ces droits-là. Il y a plusieurs niveaux, il y a les droits au sens strict du terme dans les protocoles, il y a la possibilité de nommer des responsables, il y a les informations auxquelles on a accès. Alors, évidemment, dit comme ça, on est dans une réalisation anticipée, on mène le test du contrôle du caractère concentratif d'une opération. Ça peut paraître évident que c'est ce test-là, le bon test, et le seul test qu'on pouvait faire. Alors, ça peut peut-être paraître évident, mais pour être tout à fait transparent, on s'est quand même posé la question de savoir quel était le bon test. On n'avait pas de précédent et on aurait pu envisager d'autres tests. On aurait pu envisager la question de se poser, de savoir que fait-on lorsqu'on a pas un contrôle au sens strict du terme, mais qu'on a quand même des pratiques qui ont pour objet ou qui ont pour effet d'anticiper directement les effets concrets de l'opération sans éventuellement arriver jusqu'au contrôle. On aurait une autre logique un peu différente qui aurait été de dire finalement ça ressemble un petit peu à une entente et donc on applique les critères de l'entente. C'est pas le choix qui a été fait. Je pense que ces deux autres choix alternatifs étaient vraisemblablement moins pertinents intellectuellement et puis surtout ils auraient vraisemblablement été moins protecteurs pour les entreprises puisque même un peu comme ça de manière théorique, on voit bien que vraisemblablement l'infraction aurait été constituée beaucoup plus rapidement que lorsque on regarde le caractère concentratif des faits qui nous sont soumis. Alors, évidemment, avec un test comme ça, une prise de contrôle de fait, on voit mal comment on pourrait procéder autrement que par la méthode du faisceau d'indices, et donc on n'est pas là, on est plutôt sur des faisceaux d'indices plutôt que sur des principes binaires stricts. Ça c'est possible, ça ce n'est pas possible. Alors, il y a un point qui est intéressant à noter dans la façon dont est construite la décision, et ça rejoint un des points évoqués par la présidente dans son introduction, c'est que si vous vous reportez aux conclusions de chacune des deux affaires, donc ce sont les paragraphes 298 et 132, vous pouvez lire « Si chacun des éléments retenus au cas d'espèce est à lui seul susceptible de constituer une infraction par opération, chacun pouvant permettre de qualifier un gun jumping, tous ces éléments pris ensemble permettent en tout état de cause de conclure à une prise de contrôle effectif d'Altis sur une partie substantielle des actifs de SFR dans un cas, d'OTL de l'autre. » Alors, comment on interprète ce point et de quoi on parle quand on parle de chacun des éléments retenus? Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a pour chacune des affaires 3 catégories de pratiques. Dans les 2 cas, il y a des questions d'échange d'informations et de prise de décision stratégique. Puis ensuite, il y a dans un cas les nominations et dans l'autre cas, en gros, le projet marque blanche. Ce qui est dit dans la décision très clairement, c'est que chacune de ces catégories séparément, l'autorité considère qu'elles auraient pu être constitutives d'un gun jumping. Maintenant, à l'intérieur de ces catégories, on avait toute une série d'indices ou de sous-indices qui sont pris ensemble. Et là, selon moi, et très clairement, il ne s'agit pas de dire dans la décision que chacun de ces sous-indices était en lui-même un gun jumping.
la décision prend ce faisceau d'indices catégorie par catégorie et ne se prononce pas sur tel ou tel point parce que ce n'était pas nécessaire. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que quand on regarde les pratiques, on voit bien que dans chacune de ces catégories, il y avait vraisemblablement au moins l'un des comportements qui était très caractéristique et qui vraisemblablement emportait le reste. Donc la question que j'ai pu lire dans certains commentaires, de se demander si tel indice isolément pourrait être constitutif d'un gun jumping, n'est selon moi pas discuté et pas tranché dans la décision parce que ce n'était pas nécessaire. C'est toujours le cas quand on travaille avec la méthode de faisceau d'indices, et c'est souvent le cas dans les affaires de concurrence. Alors, passé ces points de méthode, quels sont les enseignements qu'on peut tirer sur le reste des questions et sur les questions de fond? Comme je vous l'ai dit, c'est une décision d'espèce, et de ce fait, tous les développements, selon moi, sont très très intimement liés aux faits de l'espèce et aux circonstances de l'espèce. Évidemment, il passe pour autant un certain nombre de messages, mais selon moi, il passe un certain nombre de messages sur le point de départ de la réflexion, sur la façon dont va se poser la question pour l'autorité, sur les points qu'elle va mettre en balance, mais je ne crois pas qu'elle tranche de manière définitive et aussi rigide que certains peuvent le croire, ou le craindre plutôt, toutes les questions qui sont traitées, et je vais y revenir. Alors, je vais y revenir en commençant par le premier point qui a fait l'objet d'inquiétude, qui est les échanges d'informations, et notamment que peut-on faire dans une clean team. Alors, l'inquiétude vient ici de l'impression que la décision fixe une interdiction de principe. Il n'est pas possible d'inclure de quelque manière que ce soit un salarié de l'entreprise dans une clean team. Je vais rassurer la plupart d'entre vous, cette inquiétude n'est pas fondée. Je ne pense pas que ce message soit passé dans la décision. Alors, je lis bien quelle est l'interprétation qui est faite. Elle est faite généralement en prenant un certain nombre de paragraphes, en les renvoyant à des paragraphes qui sont quelques pages plus loin. Je vais y revenir, mais je ne crois pas que cette interprétation soit la bonne. Je ne crois pas que ce soit ce que dise la décision. Il me semble que la présidente de Silva a déjà, dans une autre enceinte, eu l'occasion de dire qu'il n'y avait pas à faire d'interprétation maximaliste de cette décision, notamment sur ce point-là. Je le répète aujourd'hui, il y a une caméra, je l'ai dit dans la caméra. Je sais bien que les promesses qui sont faites devant une caméra peuvent parfois être mises en cause, mais néanmoins, pour ma part, je ne suis pas en campagne, et moi, RGA, je vous assure que c'est bien l'interprétation qu'il faut donner de cette décision sur ces points-là. En vérité, ce que je pense, c'est que la question des clean teams n'est pas directement traitée dans la décision parce qu'elle ne s'est pas posée dans ces termes-là dans la décision. Dans les deux cas, vous allez le voir, le point qui était en délicatesse, c'était le fait que des informations soient remontées directement à des dirigeants. Je sais, et je vais y revenir, il y a une question indirectement qui peut se rapprocher à l'une des définitions qu'on peut donner des clean teams. Je dis l'une des définitions parce que je ne suis pas tout à fait certain qu'il y ait une définition unique de ce qu'est une clean team. Et en tout cas, il y a plusieurs occasions dans lesquelles on peut avoir la question à se poser. Mais en tout état de cause, dans cette décision, ce sont bien des contacts directs et des remontées directes d'informations aux plus hauts dirigeants dont il s'agissait. Donc je ne pense pas que la question des clean teams ait été traitée en tant que telle. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette décision? Il y a d'abord, sur la question des échanges d'informations, une partie de type principe. L'autorité reconnaît qu'il y a toute une série de situations dans lesquelles on n'a pas d'autre choix que ces échanges des informations. Elle indique qu'il appartient aux parties de trouver une solution pour que ces échanges d'informations nécessaires n'aient pas pour conséquence des échanges d'informations anticoncurrentiels. Et elle indique notamment explicitement que le recours au tiers n'est pas une condition nécessaire. Et d'ailleurs, elle dit même pas suffisante, parce que recourir à un tiers, si de toute façon le tiers retransmet toutes les informations en tant que telles, on ne voit pas exactement quel intérêt ça nous donne. Et ensuite, elle cite un exemple.
Alors, je dis que c'est un exemple, et je peux le dire facilement parce que c'est marqué que c'est un exemple. Et elle cite un exemple dans lequel, effectivement, sur les deux critères sur lesquels il faut s'interroger, on est dans une situation qui est safe. C'est le cas dans lequel les données sont agrégées, dans lequel on passe par des tiers extérieurs. Est-ce que c'est une préférence marquée par l'autorité ? De toute façon, ce sera le choix de l'entreprise. Est-ce que c'est une exigence ou une obligation? La réponse est non. Est-ce que c'est réalisable dans tous les cas? La réponse est vraisemblablement non. Alors, comment on fait dans les autres cas? Ce que fait la décision, c'est qu'elle se concentre ensuite sur l'explication de quelles sont les conséquences d'échanges d'informations pour, en gros, renseigner sur quels sont les facteurs de risque, et notamment comment on arrive d'un échange d'informations jusqu'à la question de l'influence déterminante, puisque c'est bien le test. À la fin de la partie sur les principes, qu'est-ce qu'on dit? On regarde quels sont les échanges d'informations, donc c'est le paragraphe 67, on regarde quels sont les échanges d'informations en l'espèce, et on regarde tout de suite après, c'est la phrase d'après, s'il y a eu des précautions qui ont été prises. Et donc c'est bien le point de la décision que de dire il y a des échanges d'informations et il faut prendre les bonnes précautions en face. Est-ce qu'il y a un message qui est passé? Oui, vraisemblablement, il y a un message qui est passé. Il y a un message qui est passé qui dit clairement que le seul fait de réaliser une opération de concentration n'est pas une excuse, n'est pas un prétexte pour faire un certain nombre d'échanges d'informations. Mais, selon moi, elle laisse les questions des modalités ouvertes. Et on va le voir quand on regarde qu'est-ce que l'autorité dit dans l'application de ces principes. Dans l'application du cas, pour le cas SFR numéricable, la question ne s'est pas posée du tout en termes de clean team, puisque comme je le disais à l'instant, on parle de remontée directe aux dirigeants. D'ailleurs, vous remarquerez que la question des destinataires des informations est brièvement évoquée dans la décision, et que ce qui est plus largement discuté, c'est la question de la nature, du contenu, du caractère confidentiel de ces informations et de leur objet. Et la conclusion de ces passages-là sur ce point-là, c'est que les informations qui étaient échangées dépassaient ce que la seule préparation de l'opération pouvait justifier. Selon moi, c'est ça le point de départ de la discussion, c'est de savoir de quelle information on parle déjà. Dans le cas d'espèces, on avait des informations qui étaient très importantes et on avait un système de remontée d'informations qui était directement aux dirigeants et qui était disproportionné. Je vois sans peine toutes les sous-catégories de situations beaucoup moins poussées que celle-là, dans lesquelles il y aura une question différente à laquelle les faits de l'espèce ne permettaient pas de répondre dans la décision, et dans lequel il y aura bien une question à se poser, qui est de se dire quel est le niveau de proportionnalité entre le type d'information qu'on est amené à s'échanger, obligé de s'échanger, parce que sinon on ne peut pas discuter, et puis le type de précaution qu'on doit prendre en face de ces informations. Et selon moi, c'est bien ça la question qu'on doit se poser, et j'imagine sans peine que c'est l'une des questions sur lesquelles le panel pourra nous éclairer. Alors, la question se pose différemment dans l'affaire OTL numéricable, mais la décision ne pose pas davantage d'exigences générales en la matière. D'abord parce que, j'y reviens, il faut, avant de se demander quelle était la modalité d'échange des informations, bien se rappeler de quelles informations on parlait. Et on parlait ici d'informations très sensibles. On parlait des contrats MVNO avec Orange et SFR, sachant que Numéricable lui-même est de ce point de vue-là un concurrent de ce qu'était Virgin Mobile. Donc, avant de se demander quelle conclusion on doit tirer de l'approche qu'a l'autorité à ce moment-là sur le type, les modalités d'échange, il faut bien se rappeler qu'on avait un cas très sensible du point de vue du droit de la concurrence en termes de contenu des informations échangées. Alors, ici aussi, de fait, la question des clean teams ne se pose pas directement pour la solution du cas, puisque effectivement des clean teams avaient été envisagés à un instant, mais le processus qui avait été envisagé n'a pas été utilisé. On a remonté les informations directement. Donc pour reprendre le point, on n'a pas pris de précaution particulière. Alors néanmoins, l'autorité de la concurrence passe un message très clair et se prononce sur un point qui est de dire
ce qui avait été envisagé à un instant, c'était de passer par des juristes d'entreprise. Je note sur ce point-là que la cible avait considéré que ce n'était pas une solution satisfaisante que de passer par des juristes d'entreprise et qu'elle aurait bien vu une situation de passer plutôt par des tiers indépendants, vraisemblablement compte tenu des informations dont il s'agissait et pas juste par principe. Ce que dit la décision, pour moi, c'est une évidence. Effectivement, en l'état actuel du droit, les juristes d'une entreprise ne sont pas des indépendants. Et donc, effectivement, en l'état du droit, transmettre des informations à des juristes d'entreprise, c'est transmettre les informations à l'entreprise en cause. Est-ce que ça veut dire que les juristes d'entreprise ne peuvent jamais être membres d'une clean team ? C'est pas du tout ce que dit la décision. J'ai lu dans un commentaire que la décision n'envisage pas, ou même la décision est opposée au fait que des juristes d'entreprise puissent participer au Clean Team, même s'ils avaient des conditions de confidentialité, etc. C'est pas ce que dit la décision. La décision dit juste le fait même, en tant que tel, de faire passer des informations par les juristes d'entreprise ne permet pas en soi d'éviter les problèmes de concurrence. Dans la vie des affaires de tous les jours, je n'ai pas la liste exhaustive, mais il me semble qu'il y a toute une série de précautions qui sont prises, soit en termes de confidentialité, soit en termes de je mets de côté en réalité de la vie des affaires la personne qui a eu accès à ces informations pendant un certain nombre de temps, et il y a d'autres dispositifs qui sont prévus. L'opération, enfin la décision n'a pas eu à se prononcer sur cette question-là, et la décision n'a pas dit ce n'est pas possible, jamais. Elle a seulement dit que effectivement, le fait de passer par un juriste, c'est pas plus protecteur que le fait de passer par une autre personne. Est-ce que c'est moins grave que le fait d'envoyer à des dirigeants ? À titre personnel, j'aurais tendance à penser que oui, mais en tout cas, la décision n'a pas tranché ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? De mon point de vue, comme conclusion, je pense que la vraie question à se poser, c'est bien la question d'un équilibre. Le fait de trancher la question de la composition des clean teams ne fait, selon moi, pas de sens dans l'absolu. Elle ne peut se faire que eu égard au moment où on est dans la discussion, mais surtout aux informations qui sont échangées ou qu'il est nécessaire d'échanger à leur niveau d'agrégation, à leur ancienneté ou à leur caractère plus ou moins stratégique, et notamment, encore une fois, les contrats MVNO me semblaient des informations particulièrement stratégiques. Alors, l'autre point qui a été très discuté, c'est celle des décisions stratégiques. Et je vais vous dire la même chose sur le fond, c'est que je ne pense pas que la décision fixe une exigence rigide, tranchée pour tous les cas dans l'avenir. Par contre, il faut bien admettre que si, selon moi, on peut toujours envisager assez facilement une solution, enfin qu'il existe une solution du point de vue de l'équilibre des informations échangées, c'est vrai que la question est beaucoup plus délicate et il est beaucoup plus difficile de se dire qu'on va trouver une solution toute faite aux questions des décisions stratégiques. Je pense que la tension avec le droit de la concurrence est plus forte pour les décisions stratégiques que pour les échanges d'informations, et que les risques qui sont pris sont plus forts pour cette question-là. Est-ce que ça veut dire que la décision a empêché toute prise de décision stratégique ? La réponse est non, mais néanmoins, la question est plus nette. Et d'ailleurs, je note qu'elle a fait l'objet de sanctions sur ce point précis aux États-Unis dans un certain nombre d'affaires. Il y en a deux qui ont attiré mon attention. Il y a la décision Qualcomm en 2006, mais notamment parce que les contrats qui étaient concernés, ou le seuil de contrat qui était concerné, était relativement bas. Mais l'affaire qui a attiré un peu plus mon attention, c'est une affaire Smithfield Woods en 2010, dans laquelle il s'agissait de contrats d'approvisionnement. Et pourquoi cette affaire m'a un peu plus intéressé, et pourquoi on l'avait en tête quand on a travaillé sur cette affaire, parce qu'elle cite notamment une liste de clauses considérées comme légitimes pour protéger l'acquéreur sans nuire à l'indépendance de la cible. Ne pas créer de nouvelles dettes, ne pas vendre des actifs, poursuite du cours normal des affaires, etc.
il me semble que des clauses de ce type régleront la majorité des situations, mais des situations simples. Effectivement, le problème qui est posé, le problème qui a été posé dans les discussions à la suite de notre décision, c'est qu'est-ce qui se passe dans les cas exceptionnels, dans lesquels il y a une situation à faire. Alors, sur les clauses pour les situations simples, je note que, en gros, c'est ce qui était prévu dans l'affaire, dans le protocole d'accord pour SFR numéricable. Alors, dans ce cas SFR numéricable, la difficulté, c'est qu'on est allé au-delà du protocole d'accord. Et je vais revenir très rapidement sur les points et les développements de la décision sur les protocoles d'accord de SFR numéricable d'une part et de numéricable OTL d'autre part, parce qu'on vous l'a dit, il y avait une différence entre les deux, même si, in fine, finalement, les comportements qui ont été observés étaient les mêmes. Pourquoi la décision, décidément, passe autant de temps à discuter ces protocoles d'accord? Parce que c'est bien le cas de l'espèce. Et la première question que se pose l'autorité quand elle voit un protocole d'accord, c'est de savoir est-ce que ce protocole d'accord en lui-même, il induisait une prise de contrôle de la part de l'acquéreur sur la cible. Dans le cas de SFR numéricable, la réponse était non. Et compte tenu du fait que dans le même temps, à peu près, il y avait un protocole d'accord qui allait beaucoup plus loin, qui a été signé, on s'est quand même demandé, mais est-ce que ce premier protocole d'accord n'était pas suffisant pour protéger les intérêts légitimes? En gros, la question qu'on se posait, c'est que je vois bien qu'il y a des intérêts à s'opposer, je vois bien qu'il y a un certain nombre de clauses qui peuvent être utiles, mais on avait quand même un cas dans lequel, à l'évidence, on avait signé un accord en se disant cet accord, il va être suffisant pour moi. C'était le cas de l'accord SFR numéricable. Le cas de l'accord numéricable OTL, effectivement, il allait beaucoup plus loin, et effectivement, l'autorité au cas d'espèce a jugé qu'il allait trop loin, et que l'ensemble des clauses qui étaient présentes dans cet accord amenaient de fait l'entreprise à prendre le contrôle de la cible. Alors, ces points, pour intéressants qu'ils soient dans le cas d'espèce, selon moi, ils nous renseignent qu'imparfaitement sur les enseignements du futur, et pour une raison simple, c'est que, comme je vous l'ai dit, dans les deux cas, on avait des protocoles d'accord au sens formel du terme qui étaient similaires, mais on a des décisions qui sont relativement différentes à la fin. Donc on voit bien que le contenu exact du protocole d'accord n'est pas le seul paramètre à prendre en compte. Et à vrai dire, la façon dont les clauses sont désignées, est-ce qu'il s'agit d'un veto ou d'une autorisation préalable, ne sont pas, selon moi non plus, le point déterminant. Je vois bien le nombre de situations dans lesquelles on a besoin de recourir à un avis de son futur potentiel acquéreur, soit pour garantir la valeur de la cible, soit pour éviter que l'immobilisme ne lui fasse perdre... En gros, soit pour l'empêcher de prendre un risque inconsidéré, soit pour éviter, à l'inverse, que son immobilisme lui fasse perdre de la valeur. Donc, selon moi, à la fin, le point n'est pas exactement la décision en elle-même, c'est la façon dont est rendue la décision. Il y a quand même une différence assez fondamentale, selon moi, entre le fait de vérifier que la décision qui pourrait être prise ne remet pas en cause la valeur de la cible. En droit, j'imagine que je le prendrais comme un contrôle d'erreur manifeste d'appréciation qui peut se faire sur la base, certes, d'un certain nombre d'informations pour partie sensibles, mais pas de toutes les informations. Et ce qu'on a vu et ce qu'on a souhaité sanctionner dans cette décision, qui était quelque chose qui allait beaucoup plus loin. Il n'était pas là question de savoir si on vérifiait le caractère disproportionné ou inconsidéré de l'investissement. Il était question de décider à la place de la cible, voire même, selon moi, un peu plus loin dans certains cas, de décider en ne prenant pas en compte l'intérêt de la cible en tant que telle ou l'intérêt de l'acquéreur en tant que tel, mais en se projetant déjà dans ce qu'était l'intérêt de la future entité fusionnée. Et là, effectivement, moi, je ne vois pas comment on peut dire autrement que dire que dans un cas comme ça, on a bien une réalisation anticipée de l'opération, on a bien une décision qui est prise, non pas comme les deux entreprises indépendantes qui sont en train de discuter un deal, mais comme l'entité fusionnée, et donc on s'est déjà substitué à la situation après autorisation. Donc tout ça pour résumer que selon moi, la décision s'est prononcée sur des cas d'espèce dans lesquels on avait dépassé la limite
sans trancher de manière rigide et définitive pour le futur, et pour dire que de mon point de vue personnel, la question et le test à mener et la précaution à prendre n'est pas tant sur le type de décision, le type de contrôle dont on s'agit au sens strict du terme, mais sur la façon dont on opère le contrôle, sur la limite qu'on se fixe de dire je dois garantir mes intérêts mais je ne dois pas aller beaucoup plus loin. Est-ce que ces considérations assez générales et théoriques trouvent une réalité pratique et une transcription pratique? C'est le panel qui vous le dira sans doute bien mieux que moi. Parce que le temps file, je finirai en un mot sur un point qui, assez paradoxalement selon moi, n'a pas fait l'objet de plus de discussions que ça, qui était le projet Marque Blanche. Tout ça pour dire que sur le projet Marque Blanche, selon moi, la question est un petit peu la même que ce que je viens d'évoquer pour les décisions stratégiques. Il y a une différence entre préparer l'avenir, ce qui me semble logique, et le mettre en œuvre concrètement. Il y a une différence entre étudier les synergies à venir et prendre des décisions en raisonnant déjà comme l'entité fusionnée. Pour moi, ça c'est un point important du test. En conclusion, la décision a effectivement tranché un certain nombre de points dans un cas particulier, dans lequel il y avait une prise de contrôle, et sur certains aspects, une prise de contrôle, selon nous, évidente, à travers une série de comportements parfois très bien établis. Est-ce que ça doit servir d'enseignement? Oui, ça doit servir d'enseignement parce que ce sont des exemples qui doivent être pris en compte, médités par les entreprises pour éviter des risques. Et si vous voulez, ce sont des exemples négatifs. Est-ce que vous sortez plus renseigné maintenant qu'avant? Évidemment, parce que vous savez au moins qu'il y a des situations dans lesquelles, a priori, telle ou telle situation, ce serait avoir dépassé la ligne. Mais ce n'était, selon moi, pas l'objet d'une décision que de fixer exactement là où doit se situer la ligne. Mais c'est vraisemblablement ce que le panel va contribuer à faire. Merci.